cassette Service Plus est une cassette orientée vers la maintenance des magnétoscopes châssis E3. Elle est décomposée en 4 parties: le coffret, l'accès aux platines, l'accès à la mécanique et les réglages électriques. Numéro 1, démontage du capot. Pour démonter le capot de commande, vous dévissez les 3 vis de fixation situées à l'arrière du magnétoscope. Vis numéro 1, vis numéro 2 et vis numéro 3. Prenez soin également d'avoir ôté le cache de la prise DIN J19. Soulevez ensuite légèrement le capot et glissez-le vers l'arrière pour le libérer du reste du coffret. Remontage du capot. Glissez sous le bandeau de commande les 5 ergots du capot, puis positionnez-le sur le reste du coffret. Il reste ensuite à le fixer à l'aide des 3 vis. Vis numéro 1, vis numéro 2, et vis numéro 3. Ne pas oublier de remonter le cache de la prise DIN J19. Numéro 2, démontage du bandeau. Pour démonter le bandeau de commande, il faut libérer les 3 clips situés sur le dessus du bandeau. Démontage du clip 1, clip numéro 2 au centre du châssis et clip 3. Faites ensuite pivoter le bandeau pour le dégager du reste du châssis. Remontage du bandeau. Placez sur le coffret, en face des 5 ergots prévus, les orifices du bandeau. Voilà le positionnement du bandeau de commande. Faites-le ensuite pivoter et exercez une légère pression pour le verrouiller. Séquence numéro 3, démontage de la trappe de fond. Pour démonter la trappe de fond, vous dévissez les 3 vis de fixation situées sur le dessous du châssis. Il faut ensuite faire pivoter la trappe sur son axe central pour avoir accès à la mécanique. Remontage de la trappe de fond. Positionnez les 5 ergots dans l'orifice prévu et faites pivoter la trappe. Il reste ensuite à fixer l'ensemble à l'aide des 3 vis. Séquence numéro 4, accès à la platine P213. Pour accéder à la platine P213, commencez par déverrouiller les 2 déclics situés près des touches Play et Down. Puis, écartez légèrement la partie gauche du coffret pour soulever la platine P213 et la mettre en position service. Prenez soin de positionner un carton pour isoler la platine du reste du châssis. Remontage de P213. Placez les 4 ergots du bas de P213
dans les 4 orifices du coffret. Voilà le bon positionnement. Écartez ensuite la partie gauche du coffret pour loger le 5e ergot. Et verrouillez ensuite les 2 déclics situés près des touches Down et Play. Séquence numéro 5, accès à la platine P211, P214. Déconnectez la platine en la faisant coulisser dans ses glissières. La platine P211, P214 est fixée à la plaque P010 à l'aide de 3 connecteurs repérés T3, T4 et T1. Avec un jeu de prolongateurs, reliez le connecteur T3, le connecteur T4 et le connecteur T1 de la platine P211, P214 au connecteur P3 P4 et P2 de la platine P010. Placez ensuite la carte micro en position service. Remontage de la platine micro. Débranchez le jeu de prolongateur. 3 connecteurs sur la platine 10, 3 connecteurs sur la carte micro. Connecteur T3, connecteur T4 et connecteur T1. Faites coulisser la platine dans ses glissières et exercez une légère pression pour la verrouiller sur P010. Séquence numéro 6, accès à la platine P107. Platine HFFI. Vous pouvez déconnecter la platine en la faisant coulisser dans ses glissières. La platine HFFI est reliée par 3 connecteurs F5, F6 et F7 à la plaque P010. Avec un jeu de prolongateurs, reliez le connecteur P5 de la platine P010 au connecteur F5 de la platine HFFI. Reliez le connecteur P6 de la platine P010 au connecteur F6 de la platine HFFI. Et enfin, vous reliez le connecteur P7 de la platine P010 au connecteur F7 de la platine P107. Placez la platine HFSI en position service. Remontage de P107. Débranchez le jeu de prolongateur F7 au connecteur P7 de la plaque de base, le connecteur F6 et le connecteur P6 et le connecteur F5. Le connecteur F5 est assez difficile à retirer à cause de la proximité des sélecteurs. Au connecteur P5 de la platine P010. Pour remonter la platine HFFI, vous la faites coulisser dans ses glissières, puis vous exercez une légère pression pour la verrouiller sur la plaque de base.
Séquence numéro 7. Accès à la platine P305. P305 est la platine traitement du signal. Vous pouvez déconnecter la platine en la faisant coulisser dans ses glissières. Elle est reliée à la platine de base par un seul connecteur qui est repéré S4 sur P305. Voici le connecteur S4. Ce connecteur est relié au connecteur P11 de la platine P010. À l'aide d'un prolongateur, vous pouvez relier la platine P010 à la platine P305. Remontage de la platine P305. Débrancher le connecteur S4 de la platine traitement du signal et le connecteur P11 de la platine P010. Voici le connecteur P11. Pour remonter la platine traitement du signal, vous la faites coulisser dans ses glissières, puis vous exercez une légère pression pour la verrouiller sur la platine P010. Séquence numéro 8. Accès à la platine P504. P504 est la platine audio. Exercez une légère pression pour sortir la platine P504 de ses glissières et placez-la simplement en position service. Remontage de la platine P504. Placez la platine audio dans ses glissières et faites-la coulisser pour la positionner. Pensez à replacer correctement le torron de fil. Séquence numéro 9. Accès à la platine P603. P603 est la platine d'asservissement. Exercez une légère pression pour sortir la platine d'asservissement de ses glissières. N'oubliez pas de prendre un carton pour isoler la platine du reste du châssis et placez la platine P603 en position service. Remontage de la platine P603. Placez la platine dans ses glissières. Prenez soin de positionner derrière le blindage le torron de fil et faites coulisser la platine pour la replacer dans le châssis. Séquence numéro 10. Accès à la platine P010. Commencez par démonter la platine HFFI en la faisant coulisser dans ses glissières. Puis démontez la platine traitement du signal en la faisant également coulisser dans ses glissières.
Dans cet état, les commandes de la mécanique et la gestion des modes d'affichage restent opérationnelles. Pour continuer le démontage, débranchez le connecteur P1 de la plaque de base. Le connecteur P1 relie P010 au bandeau de commande. Sortez la carte micro en la faisant coulisser dans ses glissières. Puis débranchez les connecteurs P16 et P14 de P010. Ces deux connecteurs relient le transformateur à la platine. Dévissez ensuite les trois vis de fixation du transformateur. Décrochez le cordon secteur de son logement, puis sortez l'ensemble, filtre secteur, transformateur. Pour dégager la platine P010, libérez les deux ergots situés sur la droite du châssis. Ces deux ergots maintiennent la platine sur le coffret. Ergot numéro 1, ergot numéro 2. Vous la faites ensuite pivoter, puis vous pouvez la placer en position service en se servant des glissières des platines P305 ou P107. Remontage de la platine P010. Placez la partie gauche de la platine P010 sur les trois points d'appui prévus sur le coffret. Prendre soin de reloger correctement la prise Péri-Télévision. Puis verrouiller la platine à l'aide des deux ergots situés à droite du coffret. Vous remontez ensuite l'ensemble transformateur filtre secteur. Sans oublier de replacer le cordon secteur. Pour fixer le transformateur sur le châssis, remontez les trois vis. Puis rebranchez les connecteurs P14 et P16 sur P010. Attention au rebranchement du connecteur P14 et P16. Une erreur de branchement peut provoquer beaucoup de dégâts dans le magnétoscope, puisque vous mettez à ce moment-là l'alimentation sur le bus I2C. Remontez ensuite la carte micro P211, P214 en la faisant coulisser dans ses glissières. Une légère pression pour la verrouiller sur la platine. Rebranchez ensuite le connecteur P1. P1 relie le bandeau de commande à la platine P010. Remontez ensuite la platine traitement du signal en la faisant coulisser dans ses glissières. Et enfin, remontez la platine HFFI de la même manière en la faisant coulisser dans ses glissières.
Séquence numéro 11, démontage du porte-cassette. Le porte-cassette doit être en position éjection. Démontez le voyant cassette en libérant ses 3 tétons de fixation. Puis, écartez la patte droite du châssis mécanique pour faire coulisser vers l'arrière la pièce noire du porte-cassette. Faites la même opération sur la partie gauche du coffret. Glissez un tournevis entre le bras de positionnement du porte-cassette et sa glissière. Exercez une légère pression pour désaccoupler le porte-cassette. Même opération sur la partie gauche du coffret. À l'aide d'un tournevis, désaccouplez le bras de positionnement du porte-cassette. Placez ensuite le porte-cassette sur l'arrière du châssis. Remontage du porte-cassette. Commencez par positionner le porte-cassette dans ses glissières. Faites coulisser vers l'avant les pièces noires, partie droite et partie gauche du porte-cassette. Puis, à l'aide d'un tournevis, accouplez le porte-cassette à son bras de positionnement sur la partie droite et la même opération sur la partie gauche. Séquence numéro 12, remplacement du disque de tête. Commencez par ôter l'étrier supportant le photocoupleur P669 en dévissant sa vis de fixation. Voilà. Déverrouillez ensuite le capot protecteur d'un tambour neuf et positionnez-le sur la tête. Le doigt du photocoupleur tombe dans l'orifice du capot protecteur. Verrouillez le capot protecteur. Puis, desserrez la vis de fixation du tambour. 3 à 4 tours sont suffisants. Et retirez le disque de tête. Remontage du disque de tête. Remontez sur son axe le disque de tête en ayant pris soin de positionner 2 cales Millard sur le tambour. Une cale Millard représente une épaisseur de 150 microns environ. Serrez ensuite la vis de fixation du disque de tête. Un serrage est suffisant, évitez tout blocage. Démontez le capot protecteur du tambour neuf. Puis retirez les cales Millard. Première cale. Et deuxième cale. Pendant toute cette opération, évitez de poser les doigts sur le tambour de tête. Il reste maintenant à remonter le photocoupleur P69. Vérifiez la position du ressort de masse du photocoupleur sur le centre du disque de tête. Vérifiez si le tambour tourne correctement. Séquence numéro 13, réglage de la commutation des têtes. Mettre le magnétoscope en lecture d'une cassette test, puis connecter sur l'entrée YK de l'oscilloscope le signal vidéo
mesuré en 19 de la prise péri-télévision. Connecté sur l'entrée Y-oscope le signal de commutation de tête mesuré sur le point test de P603. Synchroniser l'oscilloscope sur la voie YB à fréquence tram. Régler la base de temps de l'oscillo sur 100 microsecondes par division. Puis, avec le bouton X position de l'oscillo, amener une transition du signal de commutation en coïncidence avec une ligne du graticule. Régler à l'aide du potentiomètre 3016 de la platine P603 pour que la transition du signal HP se trouve à 420 microsecondes, flanc descendant du top tram. Voilà le bon réglage de la commutation de tête. Séquence 14, remplacement de la tête combi. Vous commencez par retirer l'étrier blanc reliant la vis de fixation de la tête combi au guide-bande repéré 312. Débranchez le connecteur de la tête combi. Puis, avec une clé de 5,5, démontez la vis repéré C. À l'aide d'un tournevis, écartez un ressort de rappel de l'étrier de la tête combi et sortez la tête combi en la faisant coulisser sur son axe. Remontage. Écartez le ressort de rappel et positionnez la tête combi sur son axe. Crochetez le ressort dans l'étrier de la tête combi. Remontez la vis repéré C et vissez-la sans la bloquer. Le blocage sera utilisé pour régler la hauteur de la tête combi. Il reste à rebrancher le connecteur. Puis à remonter l'étrier blanc. Séquence numéro 15, réglage de la tête combi. Premièrement, réglage de hauteur. Mettre le magnétoscope en lecture d'une cassette test. Puis connecter sur l'entrée YA de l'oscilloscope les encoches magnétiques mesurées sur la broche 3 de l'IC 7020. Connecter sur l'entrée YB de l'oscillo le signal audio mesuré sur l'émetteur ou sur le collecteur du transistor 7008 de P504. Puis régler la vis C de la tête combi pour que l'amplitude des signaux soit maximum. On aperçoit ici à l'oscillo, sur la voie du haut les encoches magnétiques, sur la voie du bas le signal audio. Le réglage correct correspond à un maximum d'amplitude sur ces deux signaux. Réglage numéro 2, réglage de la distance X. De la même manière, placez le magnétoscope en lecture d'une cassette test. Synchronisez l'oscilloscope à fréquence tram sur le point test de P603. Voilà. Connectez sur l'entrée YA de l'oscillo la FM de bande mesurée en 6S1 de P305 et réglez la vis 282 pour que l'amplitude de la FM de bande soit maximum.
On voit très bien ici sur le silo la FM de bande, vue à fréquence tram. Le bon réglage se situe sur un maximum de FM. Voilà l'amplitude maximum de la FM que l'on va pouvoir obtenir avec le réglage d'azimut. Réglage numéro 3, réglage de l'azimut. Mettre l'appareil en lecture d'une cassette test. Connecter sur l'entrée Y4 de l'oscillo le signal audio mesuré sur l'émetteur ou sur le collecteur du transistor 7008 de la platine P504. Je vous rappelle que P504 est la platine audio. Synchroniser l'oscilloscope à fréquence tram. Le point test de P603 peut être utilisé. Et régler la vis B pour que l'amplitude des signaux audio soit maximum. Le réglage de la vis repérée B est très pointu. Minimum d'audio. Un quart de tour de vis suffit à avoir un maximum. Ce réglage est plutôt un contrôle de l'azimut. Le bon réglage est sur l'amplitude maximum. Séquence numéro 16, réglage du zéro mécanisme. Pour ce réglage, le magnétoscope doit être en position stop. Commencez par débrancher le connecteur D3 de la platine P603. D3 alimente le moteur M2. Connectez sur l'entrée Y4 de l'oscilloscope la tension continue mesurée en 4 de l'IC 7915 de P603. Provoquez un début d'enfilage en faisant tourner à la main la vis sans fin du moteur M2 jusqu'au positionnement de la pièce 287 sur le bord gauche du trou de référence, trou qui clignote sur l'écran du téléviseur. Desserrez ensuite P670. La tension en 4 de l'IC est alors à 0 volts. En déplaçant P670 vers la gauche, la tension passe à 5 volts. En le déplaçant vers la droite, la tension retombe à 0 volts. Le bon réglage de P670 se situe juste au point de commutation. Resserrez la vis de blocage de P670. Séquence numéro 17, remplacement du plateau droit et du feutre de rebobinage. Notez le point de fixation du feutre de rebobinage. Commencez par libérer le frein de plateau, puis, à l'aide de l'outil de démontage, sortez le plateau droit de son axe. On peut maintenant démonter le feutre de rebobinage. Remontage. Placez le feutre de rebobinage sur sa fixation d'origine. Voilà, 3 points sont possibles. Puis, en le maintenant écarté, remontez le plateau droit sur son axe. Libérez ensuite le frein de plateau. Séquence numéro 18, réglage du feutre de rebobinage. En pratique, si un problème de freinage lié au feutre de rebobinage se présente, commencez par nettoyer à l'alcool le plateau droit, puis essayez les 3 points de fixation du feutre. Si le problème subsiste, remplacez le plateau droit et le feutre. Dans la fonction bobinage arrière, le feutre de rebobinage doit exercer un freinage correspondant à 10 grammes au dynamomètre. Pour le contrôler, placez sur droit une bobine contenant 1 mètre de bande environ, que vous déroulerez avec un dynamomètre, en ayant pris soin de mettre le magnétoscope en position rebobinage. Voilà, on dévide le plateau droit. Une mesure de 10 grammes doit être trouvée sur le dynamomètre. Si le réglage n'est pas correct, il suffit de changer le point de fixation du feutre. Un écart de 4 grammes existe entre 2 points. Séquence numéro 19, remplacement du plateau gauche. À l'aide de l'outil de démontage,
Sortez le plateau gauche de son axe. Remontage du plateau gauche. Pour le remontage, vous devez commencer par écarter la patte de frein de bobinage, puis remonter le plateau sur son axe en libérant le flanc de plateau. Vérifiez enfin si le feutre de lecture est bien en place. Séquence numéro 20, remplacement du frein de lecture. Placez le magnétoscope en lecture, puis débranchez le cordon secteur. Commencez par retirer la vis S pour libérer une fixation du frein de lecture. Voilà la vis S. Dégagez le feutre, puis en le soulevant très légèrement, faites-le pivoter autour de son axe pour le décrocher. Remontage du frein de lecture. Positionnez-le sur son axe, puis en le soulevant très légèrement, faites-le pivoter. Replacez correctement le frein de lecture. Puis remontez la vis S. La vis S ira dans le réglage du frein de lecture. Séquence numéro 21, réglage du frein de lecture. Voilà le frein de lecture et le plateau gauche. En pratique, si un problème lié au frein de lecture se présente, commencez par changer le feutre et nettoyer à l'alcool le plateau. Dans la fonction lecture, le frein de lecture doit exercer un freinage correspondant à une mesure de 40 grammes faite au dynamomètre. Pour le réglage, placez le magnétoscope en lecture sans cassette, puis débloquez la vis S pour amener l'arête gauche du palpeur de bande en coïncidence avec l'axe du galet d'amortisseur. Galet repéré 298 dans la documentation. Pour contrôler le réglage, placez le magnétoscope en lecture et dévidez avec un dynamomètre une bobine placée sur le plateau gauche. Voilà, on déroule le plateau gauche. Une mesure de 40 grammes doit être mesurée sur le dynamomètre. Séquence numéro 22, réglage du frein de bobinage. La patte du frein de bobinage est maintenue par un ressort de rappel situé sous la mécanique. Accès au ressort de rappel de la patte de frein, placez le magnétoscope sur le côté gauche du châssis, puis démontez les deux clips de fixation du levier d'entraînement du galet presseur. Démontez également la rondelle blanche. Sortez ensuite le levier d'entraînement du galet presseur. On aperçoit alors les points de fixation du ressort de rappel de la patte de frein. Si le ressort se décroche, il faut démonter le disque de commande. Remontage. Commencez par remonter le levier d'entraînement du galet presseur sur son axe et prendre soin de loger son ergot dans l'entretoise du disque de commande. Remontez la rondelle blanche, puis fixez l'ensemble par les deux clips. Voilà le premier clip. Voilà le deuxième. Réglage. Dans la fonction bobinage, la patte de frein doit exercer un réglage correspondant à une mesure de 10 grammes au dynamomètre. Pour contrôler le réglage, placez le magnétoscope en bobinage, rebobinage, voilà dans la fonction bobinage. Placez ensuite sur le plateau gauche une bobine contenant 1 mètre de bande environ,
que vous déviderez avec un dynamomètre. Voilà, un freinage de 10 grammes doit être mesuré. Si le freinage n'est pas correct, déplacez le point de fixation du ressort de rappel. Un écart de 2 grammes existe entre deux points. Séquence numéro 23, remplacement du disque de commande. Placez le magnétoscope en position éjection. Puis, repérez la position du disque en tirant un trait entre son axe et l'ergot du levier d'entraînement du galet presseur placé dans la gorge du disque. Ce repère servira pour le remontage. Démontez ensuite 2 clips et la rondelle blanche. Vous pouvez maintenant sortir le levier d'entraînement du galet presseur. Retirez le clips et démontez le disque de commande en prenant soin de dégager la patte de frein du plateau gauche. Voilà. Montage du disque. Remontage. S'assurer que la mécanique est embutée des enfilages. Voilà. Montez le disque de commande sur son axe et placez le repère fait au démontage en coïncidence avec la flèche clignotante. Axe et flèche. Écartez la patte de frein du plateau gauche pour permettre la descente du disque de commande. Positionnez ensuite l'entretoise en coïncidence avec du disque de commande. Voilà. Il reste maintenant à fixer le disque avec son clips. Remontez le levier d'entraînement du galet presseur en le positionnant sur son axe. Prendre soin de loger son ergot dans l'entretoise située sur la gorge du disque de commande. Remonter la rondelle blanche, puis fixer l'ensemble avec 2 clips. Clips numéro 1. Clips numéro 2. Vérifiez le bon fonctionnement du disque de commande. Séquence numéro 24, réglage du CAGFI et du CAGHF. Connectez sur l'entrée YK de l'oscilloscope le signal vidéo mesuré en 6F6 de P107. Synchronisez l'oscilloscope à fréquence tram et placez le magnétoscope en réception d'une émission TDF. Étalez la base de temps pour visualiser les lignes test modulées à 100%. Réglez le potentiomètre 37-27 pour obtenir un signal dont l'amplitude fasse 2 volts crête à crête. Sur l'écran de l'oscillo, 2 volts correspondent à 4 carreaux. Réglage du CAGHF. Réglez le potentiomètre 37-09 de façon à supprimer la transmodulation son-image en réception d'un fort signal. Séquence numéro 25, réglage du VCO. Branchez un fréquence-mètre en 8 de lycée 7451. Mettre le magnétoscope en lecture sans cassette et régler 3406 pour lire en 8 de lycée 7451 une fréquence de 627 kHz. 626. Le réglage est assez difficile à obtenir. 626 kg. 29. 28. Ah.
Voilà 627 kHz. Séquence numéro 26, réglage du modulateur FM. Branchez un fréquence-mètre en 23 de lycée 7251 et un grip-fil en 25 de lycée 7251. Mettre le magnétoscope en enregistrement du canal 00. En reliant 25 et 6 de lycée 7251, régler 3212 pour lire une fréquence de 3,8 MHz. Le 3,8 MHz correspond au F0. 378, 3,8. Voilà le réglage. En reliant les points 25 et 5 de lycée 7251, régler 3210 pour lire une fréquence de 4,8 MHz. 4,8 MHz correspond au niveau du blanc. 4,7. 4,8 MHz. Séquence numéro 27, réglage du seuil du drop-out. Placez votre magnétoscope en lecture d'une cassette test. La cassette test utilisée dans cette séquence fait apparaître deux zones de bruit. À l'aide du potentiomètre 3309, cherchez à minimiser le bruit dans ces deux zones. Voilà le bon réglage. Séquence 28, gain des voies luminance. Conservez votre magnétoscope en lecture d'une cassette test et réglez 3304 pour que dans les zones compensées, la luminance soit identique au reste de l'image. Trop de luminance ici. On revient en arrière. Voilà le bon réglage. Séquence 29, résolution 3 MHz. Conservez votre magnétoscope en lecture d'une cassette test et réglez le potentiomètre 3315 pour que la zone 3 MHz soit visible sans apporter de parasites noirs. Le 3 MHz se règle sur la zone de définition. Séquence 30, réglage du circuit cloche 4286 MHz. Connectez sur l'entrée Y4 de l'oscilloscope le signal de chrominance mesuré sur l'émetteur du transistor 7020. Placez votre magnétoscope en réception d'une mire de barre. Synchronisez l'oscillo à fréquence ligne à l'aide des tops de synchro mesurés sur l'émetteur du transistor 7092. Voilà fréquence ligne. Réglez la bobine 5017 pour obtenir une amplitude des sous-porteuses la plus constante possible. Voilà le bon réglage. Séquence 31, réglage de l'identification chroma. Commencez par brancher un contrôleur sur le point 2 de lycée 7032A. Vous devez ensuite dévisser entièrement le noyau de la bobine 5030. Placez votre en réception d'un signal SECAM. Deux possibilités se présentent. Si en vissant le noyau de 5030, la tension augmente, réglez votre bobine pour obtenir une tension max. Deuxième cas, si en vissant le noyau de 5030, la tension diminue, réglez votre bobine pour obtenir une tension mini. Le max est autour de 8 volts, le mini autour de 5 volts 12. Dans la séquence, en vissant le noyau, la tension augmente. Je cherche donc à obtenir une tension voisine de 8 volts. Volt 3. Voilà. Séquence 2, réglage du circuit anticloche 4286. Remarque, ce réglage n'a de sens que si le circuit cloche 4286 est lui-même bien réglé. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la séquence précédente. Pour faire le réglage, connectez sur l'entrée YK de votre silo le signal de chroma mesuré sur le collecteur du transistor 7065. Placez votre magnétoscope en réception d'une mire de barre.
Synchroniser à fréquence ligne et régler la bobine 50-66 pour que l'amplitude des deux sous-porteuses soit superposée sur la 5e barre soit identique. On peut contrôler le réglage en étalant la base de temps. Il faut donc chercher la barre magenta. Voilà, on voit très bien ici les deux sous-porteuses. Le bon réglage se situe lorsque ces deux sous-porteuses ont la même amplitude. Voilà le bon réglage. Séquence 33, réglage du circuit anti-cloche 1,07 MHz. Connecté sur l'entrée Y oscilloscope, le signal de chrominance mesuré sur l'émetteur du transistor 70-90. Placez votre magnétoscope en réception d'une mire de barre. Synchronisez l'oscilloscope à fréquence ligne et réglez la bobine 50-89 pour que l'amplitude des deux sous-porteuses soit identique sur la barre magenta. Déséquilibre. Voilà l'équilibrage. Comme dans la séquence précédente, vous pouvez affiner le réglage en dilatant votre oscillo. Cherchez alors la barre magenta et équilibrez les deux sous-porteuses. Voilà la barre magenta. On aperçoit très bien les deux sous-porteuses. Agissez sur la bobine pour équilibrer les deux sous-porteuses. Voilà le réglage. Séquence 34, réglage de l'amplitude du signal chroma. Connecté sur l'entrée YK le signal de chrominance mesuré en 3S4 de P305. Placez ensuite votre magnétoscope en réception d'une mire de barre. Voilà le signal. Puis, réglez le potentiomètre 3229 pour obtenir une amplitude de 400 mV sur la barre rouge. Ayant sélectionné un calibre de 0,5 V par carreau, le bon réglage se situe sur à peine un carreau. Séquence 35, réglage du circuit 1,07 MHz. Connecté sur l'entrée YK de l'oscilloscope, le signal de chrominance mesuré sur l'émetteur du transistor 7008. Synchronisez l'oscillo à fréquence ligne, puis placez votre magnétoscope en lecture d'une cassette test. Voilà le signal. Réglez ensuite la bobine 5012 pour équilibrer les sous-porteuses. Déséquilibre. Action de la bobine 5012. On dépasse le seuil. Je reviens légèrement en arrière. Voilà le bon réglage. Séquence 36. Réglage du courant d'écriture chroma. Commencez par débrancher le condensateur 2214 de P305 pour couper la voie luminance. Connectez ensuite sur l'entrée YK de l'oscillo le signal de chrominance mesuré sur l'émetteur du transistor 7002 de P400. P400 est le préampli de tête. Voilà le signal. Placez votre magnétoscope en enregistrement d'une mire de barre et réglez 32-52 pour obtenir une amplitude de 60 mV crête à crête. Voilà le bon réglage. C'est par cette 36e séquence que le département formation technique de Service SA termine votre première cassette Service Plus.